Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler création de la SASU, on va faire la création de A à Z sur le site de l'INPI. Donc, dans le processus, vous allez vous confronter à plusieurs difficultés d'ordre technique qui requièrent quand même quelques compétences juridiques, mais pas que. Et vous allez voir que dans tous les cas, vous allez avoir des formalités qui vont être payantes. Par exemple, vous allez devoir publier notamment une publicité dans un journal d'annonce légale pour dire j'ai créé ma société. Ça, vous pouvez pas y couper. Il va falloir payer entre 100 et 150 euros pour cette formalité-là. Ensuite, la rédaction des statuts, c'est encore une formalité qui va vous coûter de l'argent si jamais vous n'y connaissez pas grand-chose, parce qu'il faut quand même respecter les obligations juridiques, c'est des mentions légales qui sont obligatoires, et pour le coup, si vous n'y connaissez rien, il faut passer par un expert, c'est soit un expert comptable, soit directement un avocat. Donc là, je vais vous montrer comment créer votre entreprise sur l'INPI. En faisant des recherches, vous pouvez y arriver tout seul, et vous pouvez arriver tout seul à faire toutes les obligations légales que vous devez faire pour pouvoir la créer facilement. Mais ça va peut-être vous demander plus de temps que si vous passiez par quelqu'un qui le fait de manière machinale, qui est habilité à le faire et qui va vous prendre en charge de A à Z. Donc moi, ce que je recommande à la plupart des personnes, c'est de se faire accompagner. Je passe par LegalPlace, moi j'ai un code promo chez LegalPlace qui fait la démarche de manière très simple. Libre à vous de suivre la vidéo et de faire la démarche gratuitement. Mais il en va quand même de mon obligation de vous mettre en garde puisque c'est pas gratuit à 100%, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez devoir payer au greffe, etc., au journal d'annonce légale, et vous avez des obligations légales à respecter. Et si vous ne les respectez pas, vous pourriez être sanctionné. Enfin bref, je m'arrête là, c'était le petit warning avant. On passe directement à la vidéo et je vais vous présenter déjà un panorama général de ce qui va se passer. Déjà, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Allez, à tout de suite. Déjà, on va se retrouver sur la mind map. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans la création vraiment de la SASU. C'est vraiment très important. C'est des notions qu'il faut avoir déjà de base pour pouvoir comprendre toutes les étapes qu'on va traverser au fur et à mesure de ce processus de création. Donc déjà, pour tous ceux qui débarquent, la SASU, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne morale. C'est une société qu'on va créer qui est différente de nous-mêmes. Quand je suis entrepreneur individuel, l'entreprise, c'est moi. Là, si je crée une société, la société, c'est la société. Donc en général, quand vous avez regardé un petit peu sur Internet, vous voyez que les sociétés, c'est à plusieurs associés. Là, SASU, c'est Société par action simplifiée, unie, personnel, ça veut dire qu'on est tout seul. Mais c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on n'a pas certaines choses à connaître. Il faut savoir qu'on va devoir faire des apports, donc là vous les avez, les différents types d'apports qu'on peut avoir en SASU. Vous avez les apports en numéraire et en nature. Donc le numéraire, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous allez mettre de l'argent directement en apport. Vous apportez de l'argent. En nature, c'est par exemple vous apportez une voiture à votre société. Sachez que si vous faites ce type d'apport en société par action, donc là on il va falloir faire appel à un commissaire j'ai mis CAC, mais en fait c'est un commissaire aux apports qui va venir évaluer les apports en nature. C'est très important parce que cet apport en nature, en fait, il va vous donner des droits dans la société. Bon là, pour le coup, comme vous êtes tout seul, vous avez tous les droits dans la société, mais surtout en SAS, par exemple, si vous ajoutez des associés, c'est hyper important d'avoir cette évaluation-là qui va vous conférer une participation dans le capital social. L'apport en industrie, lui, il confère aucun droit dans le capital social. On ne va pas vous donner de part sociale, plutôt d'action dans la société, pour un apport en industrie. C'est le cas par contre pour l'apport en numéraire et l'apport en nature. Ensuite, sachez aussi que dans la SASU, en fait, on parle de président. Donc quand vous allez sur le guichet unique venir sélectionner le mandataire, vous mettez que vous êtes président de la SASU. C'est très important également, sinon de toute façon, il ne va pas vous laisser passer à l'étape suivante. Bon, très rapidement, j'ai listé aussi les avantages et inconvénients de la SASU. J'ai d'autres vidéos qui le font également, mais grosso modo, sachez que pour la création d'une SASU, il y a de faibles obligations légales, il y a un capital social qui est libre, ça veut dire que vous pouvez mettre par exemple 100 euros de capital social, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous avez une responsabilité qui est limitée au montant des apports. On ne peut pas aller vous chercher, vous, dirigeant, ou plutôt président, au-delà de l'apport que vous avez mis dans la société. Vous avez mis 100 euros, vous risquez au maximum de perdre 100 euros, sauf évidemment faute de gestion, etc. Mais ça, c'est des cas particuliers qui peuvent justement induire des dérogations
cotisation. Ensuite, en termes de régime fiscal, vous avez l'impôt sur les sociétés avec différentes strates qu'on va voir après, ou l'impôt sur le revenu. Attention, vous pouvez le choisir pendant 5 ans. Après, vous devez basculer automatiquement à l'IS. Ensuite, autre avantage de la SASU, c'est la possibilité de se verser des dividendes. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez le voir, en termes de cotisation sociale, c'est assez salé en SASU. On prend 75% de cotisation sociale. Ça veut dire que si on veut se verser 1000 euros, il faudra, pour la société, payer 1750 euros au total. Donc, vous l'aurez compris, c'est quand même relativement dur pour la société. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont cumuler. En fait, ils vont faire salaire, plus derrière, ils vont se verser un dividende qui, lui, va être imposé au PFU, le prélèvement forfaitaire unique, à 30%. Ensuite, autre avantage de la SASU, c'est que son évolution est extrêmement simple. Ça veut dire qu'en SASU, en fait, si vous voulez rajouter des associés, c'est très simple. Vous faites une modification statutaire, donc après ça requiert évidemment les formalités de modification statutaire, mais derrière ce que vous allez faire, c'est que vous allez attribuer des actions à celui qui va rentrer dans la société. Et là, pour le coup, ça va être très facile. Et une fois que vous serez en SAS, même pour rajouter encore d'autres associés, ce qui va se passer, c'est très facile, puisque en SAS, contrairement à la SARL, en fait, il n'y a pas d'agrément. Ça veut dire que vous pouvez faire simplement une cession d'actions et basta. En SARL, il y a toute une procédure d'agrément qui est beaucoup plus contraignante pour venir intégrer des gens dans la société. Donc, sachez qu'en optant pour la SASU, vous avez la possibilité après de migrer en SAS et qu'en SAS, en fait, tout va être beaucoup plus simple. Il y a une plus grande liberté statutaire que dans le modèle opposé, dans le modèle, on va dire, concurrent qui est la SARL. Ensuite, évidemment, il y a des inconvénients, on va pas se mentir. Comme je vous l'ai dit, il y a une rédaction des statuts déjà. Donc, la rédaction des statuts, c'est pas facile. Il faut quand même être un petit peu aguerri à la pratique. Il y a certains réflexes qu'on va devoir avoir. Bon, en SASU, on est tout seul, mais en SAS, il faut obligatoirement se poser la question des rapports entre associés, ça c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, autre inconvénient, qu'est-ce que c'est que si on ne se verse pas de rémunération, parce qu'on peut se dire, bon, 75% c'est un peu énorme, donc je vais faire que me verser du dividende. Si je fais ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'aurai pas de protection sociale. Donc ça, c'est relativement, ou même pour pas le dire, c'est vraiment très très problématique. Parce que là, pour le coup, vous n'êtes pas du tout protégé. Et in fine, le dernier problème que je vois qui est le majoritaire, c'est que les cotisations sociales sont très élevées. 75%, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, c'est considérable. Donc bon, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui font un régime mixte. Ils optent pour une rémunération, on va dire, en termes traitement et salaire, et derrière, ils se versent des dividendes qu'ils vont se voir imposer au prélèvement forfaitaire unique à 30%. Bon, une fois qu'on a vu à peu près ce que c'était qu'une SASU, on a une vision générale de ce que c'est la SASU, du coup, il y a quand même quelques étapes qu'il va falloir suivre. Des étapes qui sont primordiales, je dirais, puisque déjà, on va évidemment faire une étude de marché, on va pas se lancer dans la nature comme ça, on va faire une étude de marché et un business plan. Donc, j'ai des vidéos sur le sujet, il me semble, mais sinon, regardez sur YouTube, c'est très très simple à faire, vous pouvez le faire vous-même. Vous devez vraiment connaître le milieu dans lequel vous évoluez et venir étudier votre marché. Ensuite, en partant de là, vous allez définir un plan d'action qui est le business plan. Ne vous lancez pas dans le vide sans avoir fait ces démarches préalables parce que vous allez faire certaines choses qui vont requérir un investissement. Par exemple, si demain je veux faire une SASU, je dis n'importe quoi pour créer un restaurant, je vais commencer à acheter un fonds de commerce, je vais contracter un bail commercial, etc., etc. Autant vous dire que si j'ai pas fait mon étude de marché et si j'ai pas fait mon business plan avant, si j'ai des problématiques, elles vont très rapidement entraîner un effet boule de neige et les créanciers sociaux, donc le bailleur, etc., je peux vous dire qu'ils vont taper à la porte pour réclamer les sous. Donc autant avoir une étude de marché et un business plan pour être sûr et certain que ce qu'on va faire, ça va adhérer. Ensuite, il va falloir se poser la question de la domiciliation. Il faut se la poser avant, puisque quand on va venir immatriculer la société sur le site de l'INPI, il va falloir donner cette adresse de domiciliation. Donc évidemment, on va pas revenir en arrière pour aller créer et remettre en pause la formalité. Donc on va d'ores et déjà se rapprocher d'une société de domiciliation. Prenez par exemple Legal Place. Si vous avez une activité commerciale et in fine vous avez une société commerciale comme la SASU, vous pouvez évidemment opter pour cette domiciliation chez eux. Pour le coup, l'avantage c'est que chez eux, ils sont domiciliés à Paris, vous avez la domiciliation là-bas et vous avez la CFE la moins chère de France. Donc c'est plutôt intéressant pour vous.
Vous aurez une boîte aux lettres personnelle là-bas. Vous n'aurez pas de démarchage directement dans votre SASU. Vous aurez un espace pour accéder au courrier qui sera dématérialisé. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. C'est une formalité qu'il faut faire avant. Évidemment, vous pouvez toujours domicilier votre société chez vous si vous le souhaitez. C'est facultatif. Moi, je vous le conseille, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous devez ouvrir un compte et déposer votre capital social. Vous commencez par ouvrir un compte professionnel, vous déposez votre capital social, etc., etc. Donc ça, c'est des formalités qui vont être plutôt dans l'aspect bancaire. Sur la rédaction des statuts, je voulais vous en parler brièvement, même si en règle générale, je vous conseille vraiment de venir la déléguer directement à quelqu'un qui s'y connaît, un avocat ou par exemple un expert comptable. Parce que sur la rédaction des statuts, vous avez des formalités, ou plutôt des mentions obligatoires qui sont prescrites à peine de nullité. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est rédiger des statuts conformes à ce que dit la loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Vous avez les mentions obligatoires, une partie des mentions obligatoires à l'article L224-2 du Code de commerce. Donc grosso modo, on va dire que les plus importantes, et encore j'en oublie certainement, c'est l'objet social, c'est ce que vous faites avec votre société, c'est les apports, c'est-à-dire combien vous apportez à votre société, quelle est la répartition, la valeur nominale des actions. Donc qu'est-ce que c'est la valeur nominale des actions ? C'est par exemple, j'apporte 100 € à ma société et j'ai 100 actions derrière qui font 1 € chacune. Donc ma répartition capitalistique, c'est je détiens 100 actions qui valent chacune 1 €. Et vous l'aurez compris, en SAS, vous pouvez céder votre participation. Par exemple, si vous faites, une SAS 49,51%, vous cédez 51 actions, ou 49 plutôt, si vous voulez garder une part majoritaire dans la société, ce qui est plus intéressant d'ailleurs. Vous l'avez compris, en fait, ça se fait comme ça se fait en cédant des actions. Ensuite, dans les statuts, vous avez les modalités de liquidation. Donc, les modalités de liquidation, qu'est-ce que c'est ? C'est quand, par exemple, vous voulez dissoudre la société. En fait, la liquidation, ça va être comment est-ce qu'on va répartir l'actif de la société. Ensuite, le mandataire. Donc, le mandataire, c'est vous. Donc, en SASU, vous allez vous désigner comme président unique. C'est vous, le mandataire social. Ensuite, vous allez indiquer également l'ouverture et la clôture de l'exercice social. Comme je vous l'ai dit, je l'ai mis 2 fois, modalité de liquidation, hop, je le supprime. On va indiquer la reprise des actes passés pour la société en formation. Donc ça, c'est très, très, très important, surtout si vous allez constituer une SAS. Là, pour le coup, en SASU, on va dire que vous êtes un peu le maître à bord, mais en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est que, en fait, avant la création de la société, avant son immatriculation, elle n'a pas de personnalité morale. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, vous allez contracter pour la société. Et c'est vous qui allez être engagé, sauf reprise par la société. Donc, pour que la société reprenne, il faut une clause statutaire ou un mandat spécial qui vise spécifiquement un acte. Donc, par exemple, un bail commercial. Je conclus un bail commercial pour le compte de ma société en formation. Donc là, la jurisprudence, elle est encore en train d'évoluer sur la matière, c'est-à-dire qu'elle est en train de se dire, le gars, il a contracté un bail commercial, etc. On va dire que c'est pour le compte de sa société en formation. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez vous prémunir d'une éventuelle, problématique, mettez directement ce contrat est passé pour le compte de la société en formation. La société, à partir de son immatriculation, reprendra le contrat de manière automatique. Et là, pour le coup, vous êtes couvert, il n'y a aucun souci. Ensuite, il faut un commissaire aux apports si, justement, vous faites des apports en nature, ça on en a déjà discuté préalablement. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter et il faut le mentionner dans les statuts si jamais vous y avez recours. Ensuite, toujours dans ces formalités basiques, c'est évidemment déjà le choix du nom de la société. Là, pour le coup, vous allez créer une personne morale, donc n'oubliez pas que c'est plus micro-entreprise ou c'est nom, prénom, mention EI. Là, c'est vraiment le nom d'une société. Donc faites des recherches aussi d'antériorité, faites des recherches pour voir s'il n'y a pas déjà une société qui s'appelle comme la vôtre, parce que ça serait plutôt embêtant. Et surtout si elle n'est pas dans le même secteur d'activité que le vôtre. Très important. Ensuite, choisissez un journal d'annonce légale. Pourquoi ? Parce que quand vous allez créer votre société, à partir de l'immatriculation, il va falloir publier un avis sur un journal d'annonce légal. C'est très important, c'est une formalité qui est obligatoire en France. Vous devez choisir un journal habilité pour publier votre annonce légale de création. Donc on va vous demander l'objet social, le type de société, le nom, l'apport, le mandataire, le président, etc., l'adresse, tout ça. Bref, toutes les formalités d'identification. Donc très important, ça c'est une formalité obligatoire qu'il ne faut pas oublier, vous devez publier au journal d'annonce légal.
Donc ça, gardez-vous sous la main parce que en fait, je sais plus de tête si vous devez le faire avant ou après. Mais en tout cas, il faut après se rendre sur l'INPI ou sur LegalPlace pour ceux qui ont la flemme de faire toutes les démarches eux-mêmes. Et sur l'INPI, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un petit formulaire qui va être plutôt simplifié. Bon, une fois que vous êtes sur l'INPI, si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez à peu près comment vous y retrouver sur ce site qui est assez complexe quand même. Donc, on va faire créer, modifier une entreprise et là, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver sur le tableau général où on peut avoir, on va dire, toutes les formalités à faire. Donc voilà, j'ai une formalité, vous le voyez, je l'ai appelée un peu n'importe comment pour ma micro-entreprise, mais bref, on sort du contexte. Quoi qu'il en soit, là vous le voyez, on a créé une entreprise. Et là, ce qu'il est très important de faire, c'est de choisir la bonne entreprise, évidemment, à créer. Donc, qu'est-ce qu'on crée ? On va créer une société. Donc, je vous l'ai dit, la société, c'est une personne morale. C'est pas une entreprise individuelle. Là, on va vouloir créer notre SASU. Donc, la SASU, c'est, je vous l'ai dit, société unipersonnelle à associé unique. Et là, on va avoir les différents choix de société unipersonnelle à associé unique, parce que oui, il y en a plusieurs. On a le ARL, la SAS simplifiée unipersonnelle et la SARL unipersonnelle. Donc nous, on est sur une SAS, société par action simplifiée. Hop, on clique dessus. Ensuite, on va préciser. Ici, on a notre choix, société par action unipersonnelle. Hop, on fait ça. Est-ce qu'on est une entreprise agricole ? Non. Est-ce qu'on est une filiale ou une sous-filiale d'une entreprise agricole ? Non plus. On clique sur continuer tout simplement, il n'y a pas de grande difficulté jusqu'ici. Et là, on voit qu'on a quand même plus de formalités qui vont venir apparaître. Donc ici, dénomination, là c'est le nom que vous allez donner à votre entreprise. Donc faites bien attention parce que là, pour le coup, vous avez pas mal de recherches à faire et je vous conseille de trouver un nom qui soit quand même vendeur. On va pas appeler n'importe comment sa société. C'est pas, je veux dire, juste le nom de la formalité. C'est vraiment quelque chose qui va être important pour la suite, qui va même apparaître dans vos statuts. Ensuite, je vous l'ai dit, vous avez un objet social à définir. Donc l'objet social, c'est l'activité que votre entreprise est habilitée à faire. Attention, parce que l'objet social doit être précisément défini et vous devez exercer une activité qui est prévue par votre objet social. Attention à donc bien définir l'étendue et les activités que vous exercez avec votre entreprise. Ensuite, vous pouvez mettre un sigle si vous le voulez, vous pouvez mettre une durée, donc la durée, vous pouvez mettre la durée maximale de la société qui est de 99 ans. Donc ça, c'est le max que vous pouvez faire. Après, c'est renouvelable évidemment. Quoique faites bien attention parce que pour le coup, la jurisprudence a considéré que c'était quand même un contrat à durée indéterminée. Donc attention, la société c'est un contrat. Si vous avez des associés, vous êtes soumis aux obligations du contrat à durée déterminée. Bref, il faut s'assurer évidemment derrière. Ensuite, date de clôture, moi je vous conseille de mettre au 31 décembre. On va pas se prendre la tête. Vous mettez, voilà, vous sélectionnez au 31 décembre. Comme ça clôt l'année. C'est très très bien. Société de mission, non. Vous pouvez vous donner une mission dans les statuts. Non, pas besoin pour nous ici. Est-ce qu'on s'insère dans une démarche d'ESS, d'économie sociale et solidaire ? Non. Est-ce que le capital il est variable ? Non. Là, le montant du capital, c'est le capital social. Donc ça, c'est, on va dire, votre rapport en numéraire que vous allez faire au début. Donc là, en fonction de ce que vous voulez mettre comme capital social, vous allez mettre ou non un chiffre important. Attention, si vous avez un capital social d'1 €, on va dire que c'est pas un très bon signe pour les banques si vous voulez contracter avec elles. Donc attention quand même à ça. Devise du capital, vous allez mettre en euros. Associé unique, dirigeant, personne physique, bah oui, pour le coup, on n'est pas une personne morale, même si on le sait, en SAS on peut, en SASU, pardon, on peut. Est-ce qu'elle est issue d'une fusion ou d'une scission ? Donc les fusions, c'est des regroupements, les scissions, c'est des séparations. Non. La société, elle est soumise à la déclaration obligatoire du bénéficiaire effectif, donc ça, c'est pour les sociétés cotées, il me semble. Ok, société internationale et société cotée. Donc là, pour le coup, on n'est pas soumis à cette obligation-là. Donc on va mettre tout simplement non. Ensuite, on va mettre structure de l'entreprise, domiciliation provisoire du représentant légal. Donc là, si votre domicile personnel, c'est la domiciliation de l'entreprise, vous cochez. Si vous avez recours à une société de domiciliation, vous cochez ici. Et là, vous mettez sirène et dénomination. Donc par exemple, si vous êtes chez LegalPlace, vous mettez le sirène de LegalPlace et là, vous mettez la dénomination LegalPlace. Ici, si vous avez un nom de domaine sur Internet, vous le mettez. Si jamais vous avez un site pour votre société, vous mettez ça ici. Ensuite, ici, c'est la publication légale. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce fameux journal de publication légale. Donc là, il va falloir mettre la date de la publication légale. Ensuite, il va falloir mettre évidemment le journal. Donc vous allez venir ici trouver le journal que vous avez préalablement identifié comme journal d'annonce légale de votre région pour pouvoir faire votre formalité.
Donc vous le mettez et vous mettez directement l'adresse du site de la publication. Donc là, vous aurez à mettre évidemment le lien cliquable de la publication que vous aurez fait sur le JAL, sur le journal d'annonce légale. Une fois que vous avez fait ça, bah là, ça va être toute la partie qui est afférente aux représentants. Donc rôle de la personne qui est dans l'entreprise, on va mettre président de SAS, Société par Action Simplifiée, donc on est une SAS mais unipersonnelle, donc on est quand même une SAS et on est président. Aurez-vous une autre fonction? Non. Type de personne, personne physique, hop. Là, on met notre identité, nom d'usage, titre, etc., pays de naissance, nationalité. On met notre adresse ici, cette fois personnelle, avec une adresse mail et un numéro de téléphone. Et là, on va être le mandataire de la société. Faut pas oublier ça, c'est très important. Donc là, voilà, vous avez les représentants. Donc bon, là, il me dit les champs que j'ai pas remplis, évidemment, ça c'est logique. Ensuite, sur l'établissement, bon là, ça va être évidemment l'adresse de l'établissement. Donc si vous avez fait la prestation de domiciliation, bah bam, vous mettez l'adresse de domiciliation. Salarié, on n'en a pas non plus. Présence de salarié dans l'établissement ou emploi de salarié, ça ne nous concerne pas du tout. Activité, donc là, on va venir rajouter notre activité. Donc ça, pour ceux qui ont vu la vidéo de la micro-entreprise, c'est similaire, c'est vraiment pareil. Activité principale, date de début de l'activité, exercice permanent, on l'a fait toujours. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? Non. Activité de promotion, de prolongement d'une activité agricole? Non. Catégorisation de l'activité. Et là, on va venir identifier, par exemple, notre activité, par exemple, d'hôtellerie-restauration, hôtellerie-hébergement. Voilà, là, on a identifié notre catégorie, bam, hôtellerie, hébergement avec prestations, etc., etc. Origine, donc là, on peut mettre une origine. Si on a acheté une entreprise, un fonds de commerce, etc., on peut le mettre. Si on a fait un apport, par exemple, on peut le mettre aussi. Si on l'a pris en location-gérance ou en gérance mandat, on peut le faire. Bon, nous, on va la créer, tout simplement. Donc là, nom de domaine ou internet, on l'a déjà renseigné. Ensuite, ici, on a régime d'imposition. Qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs régimes en fonction du chiffre d'affaires qu'on va avoir. Tout simplement ici, on va avoir l'impôt sur les sociétés au simplifié ou le réel normal impôt sur les sociétés. Donc là, c'est deux modalités d'impôt sur les sociétés. Et ici, on a l'impôt sur le revenu. En fait, ici, qu'est-ce que c'est? La différence, c'est quoi? C'est que on a une différence de chiffre d'affaires. C'est une information que vous pouvez avoir très très rapidement. Ça change régulièrement, donc faites attention au taux. Là, sur la partie imposition, on a deux choix. On a l'IS et l'IR, donc l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie impôt sur les sociétés, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si j'opte pour l'impôt sur les sociétés, je vais avoir deux taux qui vont être applicables. Un premier taux qui va être applicable entre 0 et maintenant, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, 42 500 €, qui est un taux qui est à 15%. Au-delà, il y a un taux de 25% qui va venir s'appliquer. Donc au-delà des 42 500 € de bénéfices imposables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si j'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires, sur les 42 500 premiers euros, je vais avoir une imposition à l'impôt sur les sociétés qui va être de 15%. Et sur les prochains, donc sur le rémanent, sur ce qui reste, donc il reste quelque chose comme 57 000, peut-être 500. Sur ces 57 500, je vais me voir appliquer un taux d'IS qui va être à 25%. Donc là, le but du jeu, c'est de voir si en fonction du chiffre d'affaires, je suis ou non gagnant. Et si je me mets par exemple sur le barème progressif de l'impôt sur le revenu, je vois que jusqu'à 11 294 €, je suis imposé à 0%. Donc si sur ma première année, je génère quelque chose comme 11 294 €, je serai imposé à 0%. Alors que si j'opte pour l'IS, pour le coup, je serai quand même imposé à la première tranche de 15%. Ensuite, je vois ici que j'ai une deuxième tranche d'IS qui est à 11%. Donc là, on est toujours en dessous des 15% de la première tranche d'IS. Donc là encore, cette fois, c'est intéressant puisque pour le coup, si je fais entre 11 295 et 28 797, j'aurai un taux d'impôt sur le revenu applicable qui sera de 11%, donc toujours inférieur à notre IS. Par contre, si je passe à la troisième tranche, on voit qu'on est sur 30%. Donc 30%, ça dépasse nos deux taux d'IS parce qu'on a un taux à 15% et un taux à 25%. Et on voit que cette troisième tranche, elle va de 28 798 à 82 341. Donc dans tous les cas, en fait, sur l'IS, on est gagnant ici, puisque du coup, on aura soit une tranche à 15%, soit une tranche à 15%, plus une tranche à 25%. Et si j'ai choisi pour le coup d'opter uniquement pour l'impôt sur le revenu, j'aurai un taux qui sera applicable, qui sera tout le temps de 30%. Donc je serai perdant.
Attention toutefois, ne faites pas un amalgame. Là, sur l'impôt sur les sociétés et sur l'impôt sur le revenu, on parle d'imposition de la société. Ça veut dire que si derrière vous venez vous verser un traitement et salaire, vous serez imposé au titre de l'impôt sur le revenu parce que c'est vous n'êtes pas une société, donc c'est forcément vous à l'impôt sur le revenu. Pour le coup, n'oubliez pas que si vous ne vous versez pas de salaire, vous ne serez pas imposé. Ou si vous versez par exemple 11 294 €, vous serez imposé à l'impôt sur le revenu à la tranche de 0%. Donc tout ça pour vous dire que ne confondez pas l'impôt que l'on est en train de choisir pour la société pour l'impôt qui s'applique pour vous. Ici, régime d'imposition de TVA, donc là vous avez la franchise de TVA, donc pas de récolte de TVA, le simplifié, le réel normal, le mini-réel ou activité hors champ de TVA. Donc la franchise de TVA, on récolte pas, mais faites très attention parce qu'il y a certaines activités qui sont en franchise de TVA, d'autres qui ne le sont pas. Encore une fois, ça va être au cas par cas et regardez bien si vous êtes dans un cas ou dans l'autre, c'est important. Parce que pour le coup, ça va avoir des conséquences vraiment plutôt générales puisque vous allez devoir faire plusieurs démarches, notamment sur votre facturation, vous allez devoir récolter votre TVA. Donc là, vous avez les différentes options qui sont afférentes justement à votre TVA. Donc ça, c'est vraiment à regarder au cas par cas en fonction de votre situation personnelle. Ensuite, en termes de pièces jointes, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez les fameux statuts paraphés, datés et signés que vous devez justement déposer au greffe. Donc très important, faites vraiment attention à la rédaction des statuts, c'est hyper important. C'est des mentions obligatoires qui doivent être contenues dans les statuts, donc vérifiez bien. Je vous conseille vraiment de faire appel à un expert directement ou de passer directement par Legal Place pour faire cette formalité-là, puisque c'est quand même assez technique si on n'y connaît pas grand-chose. Donc voilà. Commissaire aux apports, s'il y en a eu un, si vous avez fait des apports en nature par exemple. Contrat de domiciliation, donc si vous êtes en contrat de domiciliation avec Legal Place, vous le joignez juste ici. Extrait du RCS ou du domiciliataire, donc là voilà, c'est par rapport au domiciliataire, hein, ça on est d'accord. Alors là vous avez décision des fondateurs et documents relatifs à la description et à l'évaluation des apports, donc là c'est par exemple tout ce qui va être tel apport vaut tant, etc., etc. Certificat du dépositaire des fonds correspondant aux souscriptions avec en annexe la liste des souscripteurs, donc là c'est pour le capital social, donc là c'est l'attestation de la banque. Ensuite vous avez une attestation de déposition des fonds, comme quoi vous avez bien déposé les fonds sur le compte de la société. Vous avez la liste des souscripteurs, donc ça, si par exemple vous êtes dans une société avec plusieurs souscripteurs de capital social, là il faut joindre toutes les attestations, toute la liste plutôt. Ensuite, requête du juge commis à la surveillance du RCS, on n'a pas besoin. Attestation, le transfert, la transformation, on n'en a pas besoin. Décision des associés du transfert, pas besoin. Justificatif d'accomplissement des formalités de transfert du siège dans les pays d'origine, pas besoin. Extrait d'immatriculation de la société dans le registre public du pays d'origine, pas besoin. Donc là, ici, on a les documents relatifs à la publication sur le journal d'annonce légale, donc je vous l'avais dit, c'était obligatoire. Donc là, précédemment, on a mis le lien, là, on fait copie de l'insertion vraiment, on va dire, textuelle. Ensuite, composition, donc en président de la SAS, on est tout seul. Donc là, on va mettre notre récépissé de dépôt de déclaration préalable par la préfecture. Donc là, on va mettre notre récépissé de dépôt de préalable, on va mettre notre attestation sur l'honneur, comme quoi on n'a pas fait l'objet de sanctions civiles ou administratives. Ça, vous le trouvez sur Internet. Vous avez un site du service public, vous tapez attestation de non-condamnation et en fait, vous le trouvez très rapidement. Là, vous vous connectez, vous pouvez vous connecter directement avec impôt.gouv, je crois, et ça va très vite. Ensuite, déclaration sur l'honneur de non-condamnation datée et signée en original par l'intéressé. Donc là, c'est un document PDF que vous datez signé. Attestation de filiation, bon, voilà. Ensuite, représentant ou mandataire. Donc là, procuration. Bon, pour le coup, vous êtes le mandataire, donc pas besoin de procuration. Ça, c'est si vous passez par un avocat, par exemple, vous allez devoir lui faire une procuration pour qu'il fasse les formalités à votre place. Et là, pour le coup, vous mettez toutes vos pièces d'identité, etc. Et il n'y a pas de souci, pas besoin de passer par cette case-là. Pièces supplémentaires, toutes les pièces que vous pourrez joindre. Ici, si vous avez une activité réglementée, par exemple avocat, vous devez avoir certaines aptitudes, vous devez avoir, par exemple... le CAPA, etc. Enfin, vous devez avoir une prestation de serment. Bref, c'est une activité réglementée. Là, vous mettez le document qui justifie que vous pouvez exercer l'activité réglementée. Pareil pour le médecin, etc., etc. Ensuite, vous mettez des observations. Vous mettez ici dans correspondance les adresses dans lesquelles vous voulez qu'on vous joigne. Donc ça, c'est juste pour la communication. Vous allez avoir vraiment toutes les formalités qui vont vous être envoyées avec l'avancement. S'il y a un problème, le greffe vous contacte, etc. Vous mettez votre numéro de téléphone. Et une fois que tout est bon, bam, vous validez le
dossier et vous envoyer. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est d'être en règle avec tout ce que je vous ai dit avant. Donc pour le coup, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils passent directement par un expert comptable, Legal Place par exemple, qui fonctionne très très bien, qui vous fait tout de A à Z sans vous préoccuper de tout ça. Parce que c'est vrai que si vous allez rédiger vos statuts tout seul, bah pour le coup, c'est pas la même chose, c'est pas la même paire de manches, puisque la rédaction des statuts tout seul, bah vous devez vous conformer aux obligations légales tout seul. Et après, si vous voulez passer par un avocat, c'est 800 000 euros. Là, si je me rends sur Legal Place, je fais directement le choix tout de suite. Je fais créer mon entreprise, SASU unipersonnel. Là, on met ce qu'on veut mettre, consultant et freelance, mais dès que possible. Quel nom vous choisissez? On va mettre PAM, n'importe quoi. Quel est votre domaine d'activité? Bah bon, mais informatique web. Qui sera président de la société? Un particulier, monsieur, hop, boum. Combien d'associés? Bah un seul, puisqu'on est tout seul dans la SASU. Le président est-il l'associé fondateur? Bah oui, c'est nous. Capital social, on va mettre 100 euros. Où sera fixé le siège social? On peut mettre domiciliation chez eux. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Bah non, donc on va mettre chez eux. Là, on met notre adresse mail directement et en fait, bah quasiment tout va être fait de manière automatique parce qu'après, ils vont nous envoyer un petit formulaire, on va mettre l'objet social, etc. Et en fait, ça va être très très simple. À partir de là, bah je veux dire, ils vont rédiger vos statuts, ils vont vous poser des petites questions, etc. Et franchement, il n'y a pas beaucoup plus de choses à faire que de ça. Vous l'avez vu, c'est pas la même histoire si on passe par l'INPI, ça c'est sûr. Après, si vous avez des connaissances déjà en la matière, bah autant les exploiter et faire votre SASU uniquement, enfin tout seul. Si vous n'en avez pas, il faut vous faire accompagner. Je pense que ça, c'est quelque chose d'indispensable à l'heure actuelle. L'avantage aussi en faisant ça, c'est que pour le coup, vous avez tout chez eux, quoi. Il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions. Vous avez la domiciliation, vous avez créé l'entreprise chez eux, donc après, si vous voulez faire des modifs, passer par eux, c'est plus simple parce qu'ils ont déjà les antécédents, etc. Ils connaissent le dossier. Vous pouvez aussi prendre la comptabilité chez eux, ils vont pouvoir vous indiquer les choses à faire, les formalités, etc. Alors que si vous êtes largué dans la nature, bah, le problème c'est que pour le coup, vous devez savoir tout faire tout seul. Là, vous, pour le coup, vous êtes pris en charge, on vous aide, on vous aiguille, on vous met à jour des obligations comptables, des obligations légales, etc. Vous savez que vous avez une CFE à payer, tout ça. Bref, vous êtes pris en charge complètement de A à Z. Sans parler du fait que toutes les formalités légales, bah, ils les font pour vous, publication au JAL, etc. Tout est fait pour vous, pour que vous ayez simplement à vous concentrer sur l'exercice de votre activité, puisqu'au final, c'est le plus important. Vous ne devez pas perdre de temps réellement sur tout ce qui va être création. Vous devez vraiment aller à l'essentiel qui est l'exercice de votre activité. Et pour ça, bah, pour le coup, déléguer, c'est beaucoup plus intéressant que se prendre la tête sur des mois pour, au final, avoir manqué telle ou telle obligation légale. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve dans les vidéos qui s'affichent directement à l'écran.